On n'est plus seul dans l'univers, en d'autres termes. Bien, finalement, Beta Pictoris, c'est presque une étoile symbole, puisque c'est la première étoile autour de laquelle on a découvert des planètes, non? Pas tout à fait quand même, mais presque, on pourrait le dire, car cette histoire qui a commencé il y a près de 10 ans entre Beta Pictoris et moi, je dirais même volontiers, c'est presque une belle histoire d'amour, puisque travailler avec une étoile, c'est toujours très agréable. Mais depuis quelques années, il semblerait que peut-être effectivement une planète ait été détectée devant Beta Pictoris. Je dirais c'est presque notre enfant du coup. Cette planète serait de la taille de Jupiter ou un peu plus grosse. Ah bon? Et on l'a détectée par une occultation. Oui. Simplement pour expliquer ce qu'est une occultation, j'ai pris une orange pour symboliser l'étoile Beta Pictoris. Oui. Cette tête d'épingle qui est pratiquement de la taille de la Terre, donc ce sera un noyau de cerise pour quelque chose comme Jupiter, passe devant en fait l'étoile, et en passant devant l'étoile, cache un tout petit peu de la lumière de l'étoile. Et c'est ce qui s'est passé, on a pu mesurer. Le 10 novembre 1981, c'est une date historique probablement, si c'est confirmé un jour, on a vu à ce moment-là la première planète de probablement la taille de Jupiter autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Alors depuis, on ne cesse d'entendre qu'on découvre de nouvelles planètes. Alors comment fait-on pour détecter? Est-ce que c'est toujours la même méthode? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Oui, non, il y a énormément de méthodes. Les méthodes sont, disons, essentiellement basées sur une idée qui est très simple. C'est quand la planète tourne autour de l'étoile, même avec sa très petite masse, elle attire l'étoile d'avant en arrière. Puisque quand elle est par là, elle est vers l'avant, puis elle vient derrière, elle l'attire vers l'arrière. Et comme les planètes, on ne peut pas les voir, ce qu'on voit, c'est le balancement de l'étoile d'avant en arrière. Et ce balancement-là, je vais essayer de vous expliquer comment on le détecte par une méthode de spectroscopie. Ah bon? Cette méthode-là consiste à enregistrer la lumière de l'étoile avec une très grande précision. Mais la lumière de l'étoile, comme le son, quand un objet se déplace, va avoir un effet qui est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et pour essayer de vous l'expliquer, j'ai apporté ici un instrument qui va émettre un son. Et on peut imaginer que d'ailleurs ceci serait la planète, ceci serait l'étoile. Quand la planète tourne autour de l'étoile, l'étoile se balance d'avant en arrière. Là, quand je vais émettre le son, vous allez voir qu'en déplaçant d'avant en arrière cet instrument, le son va devenir aigu ou grave. Alors je vais le faire. Vous voyez, ce changement de tonalité du son est un effet très subtil, qu'il appelle l'effet Doppler, mais qu'on a pu mesurer avec une telle précision qu'il a été possible, autour de plusieurs étoiles proches, de détecter ce balancement d'avant en arrière et qui a été interprété finalement comme la présence de planètes de la taille d'environ, de la masse, je dirais, de quelques Jupiters. Alors est-ce qu'on a des détails sur ces planètes et je demanderais si est-ce qu'on a retrouvé le même cas que le nôtre, à savoir un système solaire avec une étoile et 9 planètes autour? Est-ce qu'on a vu des choses comme ça? On n'a pas encore vu ça, mais je dirais ce qui a été tout à fait extraordinaire, c'est d'abord on a découvert plusieurs cas très très différents de notre système solaire. C'est-à-dire Jupiter, on le sait, est à une certaine distance du Soleil, assez loin, et les théories d'ailleurs disaient c'est normal de trouver des grandes planètes loin. Or là, la première qui a été découverte est au contraire une très grosse planète, mais très proche de l'étoile, c'est-à-dire presque au bord de l'étoile, en train de tourner au bord de l'étoile, ce qui a été une très grande surprise. C'était totalement inattendu. Et est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une vie qui pourrait se développer sur ces planètes? Ça, c'est une question bien au-delà. Pour le moment, donc, on n'a que des planètes du type Jupiter, c'est-à-dire des grandes boules de gaz, des planètes géantes. Donc où la vie est impossible? La vie, on ne sait pas, mais j'irais plutôt, ce qu'il faut attendre maintenant, c'est de détecter des planètes du genre de la Terre, c'est-à-dire de la taille de la Terre, ce qui est beaucoup plus dur, puisqu'elles sont de petite masse. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les voir, on ne peut pas encore les détecter. Pour le moment, on ne sait pas le faire, mais c'est une question de quelques années. On peut être optimiste, vraiment. Eh bien, merci beaucoup Alfred Vidal-Madjar. Et maintenant, nous allons regarder notre rubrique Astronet. Et d'ailleurs, le mois dernier, Astronet nous racontait qu'il y avait une planète qui avait été trouvée autour de 51 Pégase, une étoile. Et aujourd'hui, il s'agit d'une supernova. Bonjour, si vous vous sentez prêts à surfer avec moi aujourd'hui, je vous emmène sur le STSCI fêter un anniversaire. En effet, le télescope spatial Hubble fait tout juste 6 ans d'observation.
Lancé le 25 avril 90, à 600 km de la Terre, il a effectué près de 37 000 révolutions autour de notre planète. Il a observé et photographié plus de 8 000 objets célestes tels que des galaxies, des planètes et des nébuleuses. On peut rappeler que ce télescope est muni d'un grand miroir de 2,40 m de diamètre, de 2 caméras et de 2 spectrographes. Tombé en panne en décembre 93, il fut magnifiquement réparé par les astronautes américains au cours d'une mémorable sortie dans l'espace. Hubble reste aujourd'hui l'outil le plus performant dans le domaine visible et le seul à être en orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre. Si vous restez sur le STSCI, vous pourrez justement constater que Hubble est toujours très actif. Voici les dernières images de la nébuleuse de l'hélice, distante de 450 années-lumière. Ces globules filamenteux aux allures de comète sont les vestiges d'une petite étoile qui agonise depuis 10 000 années. En mourant, cette étoile répand une enveloppe de gaz chaud qui, au contact du milieu interstellaire très froid, se fragmente en petits globules éclairés par l'étoile centrale. Surfons maintenant sur le web de l'ESO. 2 astronomes, l'un australien, l'autre japonais, ont chacun de leur côté assisté à l'explosion d'une supernova dans la galaxie elliptique NGC 5061. L'événement s'est produit le 12 avril dernier. C'est au Chili, à l'Observatoire européen austral, que l'étoile a été repérée. Son enveloppe de gaz se disperse à la vitesse de 11 000 km par seconde. Pour mémoire, ce phénomène qui marque la mort cataclysmique d'une étoile ne dure que quelques jours et ne peut se produire que chez les étoiles les plus massives. Pour finir, revenons en France sur le serveur de l'Observatoire de Meudon. Le programme de recherche Thémis est prêt à rentrer en fonction. Composé d'un télescope de 90 cm et de 2 spectrographes, il a pour but de corriger les effets de turbulence de l'atmosphère et d'analyser la lumière solaire. Thémis se situe en un lieu plutôt propice aux vacanciers, puisque c'est aux îles Canaries, à l'observatoire de Thède, que nous le trouvons. Alors, à tous les vacanciers, faites un petit tour par Thémis. Grâce au progrès de la spectroscopie, c'est tout un pan de l'univers qui devient accessible. Et puisqu'il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie, il y a certainement des milliards de planètes. Et donc beaucoup de chances pour qu'une vie intelligente puisse s'y développer. Alors comment communiquer avec ces éventuelles civilisations? Eh bien tout simplement en leur envoyant des messages. Regardez. 99, proceeded, 3, 2, 1... Lorsqu'en juillet 1969, les astronautes de la mission Apollo 11 repartent vers la Terre, ils laissent derrière eux une plaque avec un message pacifique attaché à la base du module Eagle qui reste sur la Lune. Ce message est la première tentative de communication de terriens avec d'éventuelles civilisations extraterrestres. Ce n'est qu'une simple phrase en anglais. Les ingénieurs de la NASA n'ont fait aucun effort pour faciliter son décodage. Si les extraterrestres visitaient la Lune, ils auraient la même difficulté à comprendre l'anglais que celle que nous avons eue à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Rappelons d'ailleurs que certains de ces hiéroglyphes sont toujours sans traduction. D'autres bouteilles à la mer, ou plus précisément d'autres bouteilles à l'espace, ont été envoyées depuis. En mars 1972, la sonde interplanétaire Pioneer 10 quitte la Terre pour explorer Jupiter, puis elle file vers les limites de notre système solaire avant de devenir le premier objet terrestre à en sortir. La sonde emporte à bord un message gravé sur une plaque à nord. Cette plaque est fixée à la base de l'antenne, à l'abri des impacts de la poussière cosmique. Le message est destiné à n'importe quel extraterrestre qui pourrait intercepter la sonde. Il comprend le dessin d'un homme et d'une femme devant l'antenne de cette même sonde afin de montrer la taille de l'espèce humaine. Initialement, il était prévu que le couple se donne la main, mais cette idée fut rejetée car certains objectèrent que les extraterrestres pourraient prendre ce couple pour une seule et même personne. Au bas de la plaque est représenté notre système solaire, avec la trajectoire plus complexe de la sonde. Un schéma permet de situer notre Terre par rapport à 14 pulsars, ces étoiles bien particulières avec leur signal radio très régulier qui en font des balises de l'espace. Ainsi, tout extraterrestre un peu doué en astronomie peut nous localiser dans la galaxie. En 1979, les 2 sondes Voyager s'envolent avec chacune un disque vidéo laser
contenant une grande encyclopédie audiovisuelle. Tout y est montré, sauf le mode de reproduction de l'espèce humaine. Puritanisme américain oblige. Voyager 2 est le véhicule le plus rapide jamais construit par l'homme. Il file à près de 90 000 km/h. Malgré cela, il lui a fallu 14 ans pour sortir de notre système solaire et il mettra encore 80 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Tous ces messages ont un caractère symbolique. Il est peu probable que les extraterrestres les interceptent dans un futur proche, mais ils démontrent l'intérêt porté par la communauté scientifique à établir un contact. Une autre forme de communication beaucoup plus rapide est l'utilisation des ondes radioélectriques. Arecibo, à Porto Rico, est le plus grand télescope du monde avec un diamètre de 300 mètres. C'est là qu'en 1974, l'astronome Frank Drake envoie un message dans la direction d'un amas d'étoiles, Messier 13, à plus de 25 000 années-lumière de la Terre. Ce message est composé de 1679 impulsions électriques. Toutes représentent des 0 et des 1. Pourquoi 1679 ? 1679 est un nombre qui ne peut être divisé que par 23 et 73. Il permet donc de recréer une table de 73 lignes et 23 colonnes. Cette table, une fois décodée en remplaçant les 0 par des carrés blancs et les 1 par des carrés noirs, révèle une foule d'informations telles que notre position dans le système solaire, la taille et le nombre d'hommes sur Terre ainsi que la formule de l'ADN. Difficile à déchiffrer ? Eh bien non. Le message a été présenté à des radioastronomes avant sa transmission et un bon nombre d'entre eux ont réussi à le décoder entièrement. Toutefois, le dialogue restera difficile à établir. Le message, parti de Porto Rico en 1974, arrivera à sa destination, l'amas d'étoiles Messier 13, en l'an 26 974. En cas d'une réponse immédiate des extraterrestres, il faudra attendre à nouveau 25 000 ans leur message. Au total, une dose de 50 000 années de patience. Une autre façon de nous manifester aux extraterrestres existe. Elle est cette fois complètement involontaire. En effet, nos signaux de télévision traversent l'atmosphère terrestre et se propagent dans toutes les directions de l'espace. Ainsi, des extraterrestres à 50 années-lumière regardent peut-être en ce moment même de curieux bipèdes en train de se congratuler. Oui, alors Jean-Claude Ribes, pourquoi les scientifiques ont choisi le radiotélescope comme moyen de communication avec ces éventuelles civilisations extraterrestres? Tout simplement parce que nos radiotélescopes captent des ondes radio qui nous servent à communiquer déjà entre nous sur Terre et qui dans l'espace intersidéral et dans l'espace intergalactique se déplacent très bien. Nous recevons des ondes venues du fin fond de l'univers à des milliards d'années-lumière et donc il est assez naturel de vouloir transmettre, si quelqu'un a un message à nous envoyer, de le transmettre sur ces longueurs d'onde qui sont reçues, par exemple ici à Nancy. Oui, alors on a vu dehors ces deux énormes miroirs. Comment ça marche ? Bien, le principe, c'est qu'il y a un miroir plan qui peut s'orienter à différentes hauteurs pour saisir les astres au moment de leur passage à l'endroit où ils se trouvent. Et les ondes arrivent sur ce miroir, sont réfléchies, sont renvoyées sur le miroir sphérique, qui les concentre, qui les fait converger vers le foyer, où ils rentrent dans un cornet, qui va les convertir, et ensuite les ondes rentrent, le signal radio, les ondes rentrent dans ce laboratoire focal. Ici, c'est-à-dire. Donc ici, nous sommes dans une salle de contrôle, et Bernard Darchy, vous êtes ingénieur de recherche et vous travaillez ici. Alors, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ces ondes que capte la grande antenne, on ne peut ni les voir ni les entendre. Il va falloir donc les transformer d'abord, et ça, c'est le rôle du récepteur. C'est-à-dire, le récepteur, ce sont les armoires électroniques qui sont derrière moi. C'est ce qu'on voit là, cette feuille de papier blanc. À la sortie du récepteur, on va pouvoir visualiser les ondes sous forme de courbe sur une feuille de papier. Oui. Ça, c'est une façon de procéder. On peut également les matérialiser sous forme sonore. Et je peux vous faire entendre le bruit que capte actuellement le récepteur. On écoute. Mais alors, ce bruit qu'on entend, c'est quelque chose de précis ou... Oui, c'est le bruit d'une source, d'une galaxie qui émet une radiation dans la longueur d'onde de 18 cm. Alors, Jean-Claude Ribes, si un extraterrestre essayait de nous envoyer des ondes, ça se traduirait comment? On ne peut pas savoir. Enfin,
Non, mais on a quelques idées parce qu'il faudrait que ce soit un signal bien reconnaissable pour qu'on se dise tout de suite, tiens, c'est un signal bizarre, manifestement artificiel. Donc, l'une des idées, ce serait d'avoir un bip, bip, bip régulier. C'était le genre de signal auquel on pensait lorsqu'on a commencé à penser à chercher un signal intelligent. Alors, il y a un programme qui s'est créé autour de ça, le programme SETI, qui signifie... Search for Extraterrestrial Intelligence, voilà. Donc en français, recherche d'intelligence extraterrestre, et qui donc a commencé depuis 1960, timidement, et puis qui s'est développé depuis. Il y a en fait des programmes SETI un petit peu partout dans le monde, et notamment ici à Nancy. Oui, alors ce programme SETI, j'ai cru comprendre qu'il battait un peu de l'aile. On a failli le supprimer, non? Non, alors ça n'est pas tout à fait ça. En fait, il y avait un grand programme de la NASA, qu'on appelait le programme SETI ou parfois le méga SETI, et le Congrès américain a coupé les fonds en trouvant que ça n'était pas intéressant. Donc le programme de la NASA a été arrêté. Mais heureusement, il a été repris sur des fonds privés et il s'appelle à juste titre Phoenix puisqu'il est rené de ses cendres. Et donc ce programme continue avec des options peut-être un petit peu plus limitées, mais il continue et il est question entre autres d'installer un récepteur ici à Nancy. Et vous êtes optimiste sur notre capacité à recevoir... ou en tout cas envoyer... C'est très difficile. Comme l'ont dit les premiers radioastronomes qui ont proposé ça, la probabilité de trouver est difficile à estimer. Mais si on ne recherche pas, cette probabilité est nulle. Et d'ailleurs, il y a une histoire très jolie à ce propos. La première fois que vous avez pensé réussir à capter un message extraterrestre, c'était il y a 20 ans à peu près. Oui, c'était en 1968. En fait, nos collègues anglais de Cambridge ont capté un signal qui faisait précisément des bip, bip, bip très réguliers. Et première idée, tout de suite, ça a été de se dire, ça y est, on les a. Alors à tel point que nos collègues ont gardé la chose sous le coude et qu'ils ont baptisé cette source LGM1, Little Green Men, les petits hommes verts numéro 1. Et pendant 4 mois, ça a été justement l'idée. Puis, entre-temps, on a trouvé d'autres sources du même genre, on a trouvé une explication... Je dirais pas moins fantastique, parce qu'elle est tout à fait fantastique. L'explication du pulsar, c'est un objet mystérieux assez extraordinaire, mais ça n'est pas une civilisation extraterrestre, malheureusement. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire écouter justement ce bruit de pulsar? Oui, bien sûr, un enregistrement qu'on a obtenu il y a quelque temps sur un pulsar qui s'appelle CP0329. On écoute. Oui, alors ces pulsars qui sont pour vous finalement des objets d'étude, et bien pour certains, c'est de la musique. Et un compositeur, Gérard Griset, a écrit une partition musicale à partir de ce pulsar qui se nomme Le Noir de l'Étoile. Mais je ne vous en dis pas plus. Oui, Gérard Griset, comment vous est venue cette idée de vouloir composer avec l'univers? Ça, c'est quand même pas banal. Oui, composer avec l'univers, c'est un bien grand mot, mais c'est tout simple. Je me trouvais aux États-Unis et j'ai rencontré un cosmologiste qui m'a remis une petite cassette qui contenait des sons de pulsars. Et lorsque je suis rentré chez moi, j'ai écouté ça et j'étais immédiatement ému, non pas par la qualité du son, on en fait des bien plus intéressants en studio électroacoustique, mais par l'aspect affectif et conceptuel du son. Et puis je l'ai mis de côté en me disant un jour je ferai quelque chose, un petit peu comme Picasso qui a ramassé les selles de bicyclette en se disant un jour je vais l'utiliser, je ne sais pas trop comment. Et quelques années plus tard, je suis rentré en France et j'ai rencontré Jean-Pierre Luminet. Et voilà, c'est là que toute l'histoire a commencé. Oui, alors Jean-Pierre Luminet, on ne vous présente plus puisque vous avez participé pratiquement à toutes les émissions de Cassiopée. Alors, comment était cette rencontre ?
J'étais très heureux d'être contacté par Gérard Griset, parce que je suis amateur de musique contemporaine et je connaissais déjà ses œuvres. Et donc nous avons mis sur pied cette aventure musicale et astronomique. Et c'est vrai que les pulsars étaient adaptés pour le propos de Gérard, puisque les pulsars sont vraiment des métronomes cosmiques. Donc je rappelle qu'un pulsar, c'est le vestige d'une étoile qui a jadis explosé et qui a laissé en son centre un résidu qui tourne sur lui-même très rapidement et qui a un champ magnétique très fort, de sorte que cette étoile, le pulsar, fonctionne un peu à la façon d'un phare cosmique, puisque en fait 2 points chauds dans l'étoile émettent un faisceau très mince de rayonnement radio. Et lorsque ce rayonnement radio balaye la ligne de visée de la Terre et d'un radiotélescope comme celui-là, on capte une impulsion de rayonnement. Et les sons de pulsars, c'est-à-dire les coups que vous avez entendus, tac, 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 sont le reflet donc de la rotation extrêmement régulière de l'étoile, donc de véritables métronomes cosmiques qui chacun en plus ont leur rythme propre parce que les pulsars tournent à des vitesses différentes. Et Gérard Griset, pourquoi avoir choisi les percussions de Strasbourg ? Je répondrais que d'une part j'avais quelque part envie d'écrire une pièce pour percussion aussi, et que les percussions, notamment les instruments, les peaux ou les métaux, ont quelque chose d'immédiat, de brutal, et une façon de cerner le temps qui est un petit peu sans concession, un peu à la manière de ces sons de pulsars. Et je me disais en regardant ces grandes antennes que finalement il y a un point commun entre les astronomes et les compositeurs de musique, c'est qu'on est tous les deux à l'écoute. Même si les astronomes ont des oreilles beaucoup plus impressionnantes que les nôtres, nous cherchons tous les deux une sorte d'inaudible. Je pense d'ailleurs que le silence n'existe pas, qu'il est simplement le son que nous ne sommes pas capables d'entendre. Mais les compositeurs sont à la quête de ce son. Alors, les pulsars dans Le Noir de l'étoile, je ne les ai pas transformés, j'ai laissé le son tel qu'il était, et j'ai fait en sorte que la pièce leur serve d'écrin. Alors, il y a un aspect aussi qui n'est pas habituel dans ma musique, qui est un aspect un peu conceptuel, mais auquel je tiens beaucoup, oui. C'est que pour obtenir dans la salle de concert en direct le son des pulsars, on est obligé de brancher en quelque sorte l'heure du concert sur leur passage dans le ciel. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, oui. C'est de rebrancher un petit peu l'événement musical sur quelque chose qui est plus vaste que lui. Alors, il n'existe pas d'enregistrement du Noir de l'étoile. On ne trouve pas dans le commerce. Jusqu'à présent, pas d'enregistrement du Noir de l'étoile. Mais comme c'est un spectacle, il faudrait quasiment une vidéo, bien entendu. Oui. En tout cas, vous avez fait d'autres disques qu'on peut trouver évidemment dans le commerce. Un chez Accor avec des noms qui font rêver, Thaléa, Anubis, Jour contre jour. Un autre disque qui fait partie de l'anthologie de la musique contemporaine où vous avez écrit une pièce qui s'appelle Modulation. Et alors, pour poursuivre avec la musique, un livre, Les oreilles dans les étoiles, qui est édité chez Ramsay. Alors à l'intérieur, vous avez un disque compact et c'est Michel Boujna qui raconte toute l'histoire des constellations et du ciel. Sur le sujet, plus particulièrement, André Braque, que vous avez vu tout à l'heure, a écrit un livre, L'évolution chimique et les origines de la vie. Et Christian Deduve, qui a aussi écrit un livre sur ce même thème, Poussière de vie. Et pour finir, Jean Edman, qui a écrit un livre qui s'intitule Les intelligences extraterrestres et qu'on peut trouver aux éditions Odile Jacob. Alors, Jean-Pierre Luminet, pour conclure, ce drapeau qui se trouve à nos pieds, quelle est sa signification ? C'est un petit peu le symbole de l'émission. C'est un drapeau qui a été conçu dans le cadre du projet SETI. Il pourrait être hissé le jour où un contact serait effectivement réalisé avec des civilisations extraterrestres. Alors il symbolise 4 éléments chers aux astronomes. Il y a en jaune la lumière du soleil, en noir l'obscurité de la nuit qui recèle tous les mystères de l'astronomie. Au centre, notre belle et chère planète bleue accompagnée de son satellite, la Lune. Bien, merci à tous les deux d'être venus ainsi que tous nos invités qu'on a vus pendant toute l'émission. On se retrouve le mois prochain pour un autre numéro de Cassiopée. À bientôt.